pour clore cette série des 4 séances, on peut faire une toute petite récapitulation déjà. On s'est retrouvés une première fois pour introduire la dynamique qui a été la nôtre, et on a, dans cette première session qui a eu lieu dans la chimère, on a abordé la question de la temporalité, et on a essayé de montrer que l'interprétation du temps comme successive et linéaire est une interprétation historique, qui a eu lieu à un moment donné dans notre histoire, et néanmoins, j'ai essayé quand même de montrer que cette interprétation-là n'est pas forcément la seule, ou la seule pertinente. Dans l'interprétation du temps successif, on est arrivé à mesurer la durée du temps, et donc l'invention de la montre, des calendriers, etc., avec tous nos appareils qui arrivent à mesurer les passages du temps, mais avec cette interprétation-là, on passait à côté, on dérobait, si vous voulez, une autre expérience de la temporalité dans laquelle le temps n'est pas substance, mais une manière d'être au monde. Donc nous sommes, en tant qu'existants, passé, présent et futur, et ces dimensions, ces 3 extases de la temporalité convergent dans notre existence. Dans un deuxième moment, on a travaillé les temps de notre séance comme on a pu, la question du monde, et on l'a fait à partir d'une réflexion qu'on a fait ensemble sur la quotidienneté, et à partir de cette relation auprès des choses, on est arrivé à cette dimension qui est à nouveau notre, qui est celle de être au monde. Donc les êtres humains, les existants, comme ceux qui sont au monde. À nouveau, on essayait de montrer que le monde n'a rien de... Merci, j'ai plein de mots. Le monde n'a rien de substantiel. Ce n'est pas une chose. Dans la dernière fois, donc, on a travaillé la question de la mort. Vous étiez moins nombreux, je comprends. Mais en même temps, je me dis que vous avez accès à cette séance, et grâce à Benjamin, et je dirais que les 2 premières séances sur la temporalité et sur le monde, et celle qu'on va aborder aujourd'hui, qui sera autour de la corporité, restent floues sans la question de la finitude. C'est-à-dire que bien, tout ça est en lien, mais de manière essentielle, je dirais, ou fondamentale. On ne peut pas, à mon sens, comprendre la corporité en passant à côté de la possibilité de mourir. La possibilité de mourir, je dis possibilité parce que l'homme est capable, et c'est lui qui est capable de mourir, et cette possibilité est la plus authentique, la plus décisive, car permet en tant que possible que toute autre possibilité nous apparaisse comme possible. Dans la mesure où on peut encore mourir, c'est que notre vie se déploie face à des possibilités ouvertes. Et si on ne comprend pas ça, c'est-à-dire que notre historicité, la possibilité du choix, des décisions, d'aller à gauche ou à droite, par rapport à n'importe quelle problématique concrète de la vie quotidienne, si on n'assume pas, qu'on ne dépend pas, qu'on est encore possible par rapport à la mort, je pense qu'on passe à côté de quelque chose de fondamental. Mais ça, c'est déjà dit, c'est déjà développé la dernière fois. Et donc aujourd'hui, on arrive à la question du corps. Donc vous comprenez qu'il n'y a pas non plus dans ces 4 thématiques ou problématiques ou questions qu'on a abordées, il n'y a pas une sorte de hiérarchie, enfin il n'y a pas une... L'énumération est complètement arbitraire de ma part. Tout ça rentre en rapport, enfin, et la question du monde, et la question du temps, et la question du corps, et la question de la mort, et d'autres questions qui ne seront pas abordées, parce qu'on n'avait que 4 séances, et bien tout ça c'est complètement lié, et si vous voulez, des dispositions qui seront les nôtres par rapport à certaines de ces thématiques vont résonner
dans des autres problématiques. J'utilise ces mots raisonnés peut-être de manière un peu de manière volontaire, car on sait, et peut-être je le souligne, si vous voulez, ces 4 séances préparent d'une manière un peu singulière, c'est comme ça qu'il a voulu notre chère Elisabeth, et nous préparer à la venue de Rosa le 29 novembre. Et si je ne me trompe pas, les 30 aussi. Les 29 et les 30. Bien. Oui, ok. La question du corps. Je voudrais peut-être commencer, comme c'est déjà une sorte d'habitude entre nous, par vous poser la question à vous. C'est-à-dire, concrètement, qu'est-ce qui réveille chez vous les titres de la problématique? Le corps. À quoi on pense? Qu'est-ce qui se réveille en nous, même au niveau des questions, même au niveau des problèmes? Donc, vraiment, je ne demande pas une sorte de résolution ou une réponse définitive. Mais peut-être comme ça, à quoi on pense? Qu'est-ce qui nous appelle les termes corps? La santé. La santé. Sentir la sensation, sentir des choses. Sensation. C'est ce qui rend possible et ce qui nous enferme en même temps. Quelque chose de... Ce qui rend possible et ce qui nous enferme en même temps. La douleur. La douleur. La douleur du corps. La douleur du corps. Qui renvoie, pour moi, à la mort. Quoi. Enfin, Qui renvoie à la mort. Qui renvoie au fait que voilà, c'est à la fille. Et elle a aussi la jouissance. Merci. Aussi, la jouissance. Le désir. Le désir, bien sûr. La dualité. La dualité. Corps-esprit. Tout de suite, on pense à cette dualité. Hein? Corps-âme, corps-esprit. La matérialité de l'existence. La matérialité de l'existence. Cette dimension charnelle, pardon, de l'existence. La pesanteur. La pesanteur. Dans le même sens que le corps qui s'éveille, qui pèse, et au moment où il est en forme, il ne pèse plus. C'est un peu l'idée qui je m'abuse, parce que vraiment c'est en résonance avec ce que vous venez de dire. Un grand philosophe, Gadamer, hein, un Allemand qui a vécu énormément de temps, 104 ans, un truc comme ça. Il a un livre sur la santé, et magnifique, où il décrit l'état de santé, comme vous venez de le dire, et il met l'exemple du vélo, quand on fait du vélo, hein, dans une sorte d'harmonie, il prend une idée héraclitienne d'harmonie, et cet équilibre qui est pour lui, donc où la pesanteur, les poids s'équilibrent, et du coup, il y a cette idée que vous venez de mentionner, ça fait écho complètement. C'est vraiment à conseiller ces livres. Quoi d'autre? La nourriture. La nourriture. Nourriture. Voilà. Enfin, ouais. Le corps, c'est lui qui m'emmène. Les mouvements. C'est lui qui vous amène. Oui. Les mouvements, magnifiques. Les mouvements. Ouais. L'action. Bon, tout est dit, hein? On ne va pas courir tout ça. Hein? Vous avez... Oui, on voit tout de suite la complexité de l'affaire. Hein? Vous voyez la subtilité, la nuance de cette corporalité, comment on dit en français? Corporalité. Corporalité ou corporité, dites-moi. Les deux, Ah, les deux, on peut dire les deux. c'est deux choses aussi, c'est plutôt corporel. Corporité. Et néanmoins, il faut tout de suite le dire, Occident, vraiment a tout essayé pour le mépriser. Toute cette complexité, toute cette nuance que vous êtes en train de soulever tout de suite simplement. Eh bien, Occident, des gens que j'aime beaucoup en tant que philosophe, hein, eh bien, ils se sont, sentis poussés à un mépris, un mépris, mais hallucinant. Je veux faire appel à certains de ces opinions, à certaines de ces pensées, qui montrent bien qu'on hérite tous, un peu quand même, et peut-être beaucoup, de cette pensée qui serait vraiment une pensée
qui porte préjudice à la possibilité même corporelle. Vous voyez? Bien sûr, il y a eu des grandes exceptions, et heureusement, dans l'histoire de la pensée occidentale. Mais la... Bonjour. 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 Asseyez-vous, s'il vous plaît. Et il y a des places ici, si jamais. Les thèmes fondamentaux, les fils conducteurs de la pensée du corps a été celui du mépris. Et pourtant, la théologie de l'incarnation qui veut que Dieu se soit fait homme, qu'il ait pris corps, aurait dû nous emmener ailleurs. Vous donnez là, vous soulignez là quelque chose d'assez exceptionnel, mais qu'il va falloir qu'on les réinsère dans un cadre conceptuel, si vous voulez. Hein, on va jouer à ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de particulier hein, de cette religion encore monothéiste qui est celle de la chrétienté. Il y a déjà, justement par rapport à la religion, il y a déjà le péché de chair, le péché de la luxure, il y a déjà un problème. Clairement. En posant le problème de la luxure, de la chair, du corps. Comme un vrai problème. D'ailleurs, la vieille doctrine chrétienne, que malheureusement ou pas, j'ai dû moi apprendre dans une des facs où j'ai étudié quand j'avais 18 ans, disait très bien, un des ennemis du chrétien, c'est le corps. Direct, là ça a été changé après, mais avant les conciles Vatican II, c'était écrit noir sur blanc, un de nos ennemis, c'est le corps, avec deux sortes, les mondes et les diables. Mais les corps étaient un ennemi. Et ça montre bien hein, cette idée, et d'ailleurs au sein de l'Église, on ne se met pas d'accord, mais on passe autre chose tout de suite, mais parce que ça a été évoqué, et il y a des courants qui vont soulever ces côtés péchés, c'est-à-dire corporels de l'homme, donc des chutes, des péchés originaux, des chutes. Il y a d'autres mouvements au sein de l'Église qui vont soulever plutôt le côté créature divine. Hein. Et donc, du coup, ça, il y a vraiment des bagarres, des querelles intestines. Mais on passe. Mais ce qu'il faut savoir, en tout cas, c'est que depuis l'ordre de la pensée occidentale, le corps a été traité de manière méprisante. Exemple concret, on peut tout de suite commencer à faire un parcours qui sera le nôtre, de notre trajectoire. Parce qu'il va falloir qu'on puisse arriver à cette idée tellement dominante aujourd'hui, dans laquelle l'être humain se résume à une donnée d'information, cette donnée d'information complètement mesurable, hein, complètement quantifiable. Et cette idée d'un homme absolument quantifiable, mesurable, dépend d'une grande lignée, une grande ligne des pensées qui seraient tous autour, en tout cas, présupposeraient tous cette idée comme quoi on ne peut pas aborder la question du corps sans faire appel à la dualité. C'est qui a la dualité. Et cette dualité, depuis les Grecs, était claire et nette. D'un côté, il y avait la psyché, ou l'âme, et de l'autre côté, il y avait les somas, ou les symptômes physiques, matériels. Donc, mais voyons, par exemple, chez Platon. Voyons chez Platon, parce que c'est quand même un des piliers de notre société, hein, de la construction même d'Occident. Chez Platon, il passe, dans sa pensée anthropologique, il passe par différentes étapes, mais disons-le pour être court et simple. Une première étape dans laquelle le corps est traité comme les, et je cite, les tombeaux de l'âme. Les tombeaux de l'âme. Direct. C'est quand même du mépris. D'accord? C'est les tombeaux de l'âme. Dans une deuxième étape, bonjour, il y a des chaises par ici, si jamais je me sens un peu seul. Il y a une deuxième étape dans laquelle Platon évolue un tout petit peu, mais il reste quand même terriblement dual dans la dualité, où pour lui, les corps, il arrête avec cette idée des tombeaux, mais bon, il sera une prison, la prison de l'âme. Et il ne va pas aller plus loin. Hein. Dans sa dualité, les corps est, si vous voulez, les visages de tout ce qui mérite du mépris. Hein. Pourquoi alors, dites-moi, pourquoi chez Platon, les corps est méprisable? Pourquoi c'est la prison de l'âme?
Parce que le monde sensible est moins intéressant que le monde des idées. Alors vous êtes très sympa, mais Platon est encore plus rude que vous. C'est-à-dire que, c'est vrai, c'est de l'ordre du sensible, c'est de l'ordre du matériel, c'est-à-dire les corps, comme tout ce qui est matériel, est irréel. Attention, irréel. La seule réalité, les seules réalités, ce sont les idées. Et les idées résident dans un monde supralunaire. Ils ont une existence, par ailleurs, eidétique, mais réelle, réellement eidétique. Et tout ce que nous, on touche, on ressent, on voit, tout ce qui est de l'ordre des pulsions, des passions, etc., sensibles, eh bien, c'est irréel. Donc, vous voyez... Bon, oui, monsieur. Parce que ça arrange bien l'homme aussi, quelque part. Ah oui Donc, quand on parle de réincarnation, ou voilà, l'homme l'a inventé parce que ça l'arrange quelque part. J'ai fait des bêtises dans sa vie, on lui dit mais c'est pas grave, dans la prochaine tu verras. Je suis complètement d'accord, mais on ne va pas faire de la psychologie de Platon. Les religions monothéistes ou même. C'est clair que cette idée que l'homme serait et une âme arrange bien, en tout cas par rapport à notre, on l'a vu la dernière fois, hein, par rapport à notre peur constitutive, par rapport à cette chose étrange qui serait la mort, vous comprenez? C'est-à-dire que, heureusement, on est âme, c'est-à-dire, et pour Platon, c'est très clair, hein, je parle de Platon, c'est-à-dire un des piliers de notre corps aujourd'hui. Hein. Donc, et en même temps un génie, c'est clair, je ne suis pas en train de critiquer Platon, j'essaie de vous montrer des choses, de restituer ce qu'il dit, pour que vous essayiez de comprendre notre manière de penser le corps. Donc là, je me suis perdu. Donc, il y a, pour Platon, c'est irréel. C'est irréel, c'est-à-dire face à quoi? Face aux seules vérités, hein, pardon, oui, j'ai compris. Je m'excuse. Donc, l'âme qu'on est éternelle, bien entendu. Parce que, posons les choses tout simples, tout de suite. La mort nous arrive par les corps. La mort nous arrive par les corps. Donc, cette dimension finie, éphémère, irréelle, selon Platon, matérielle, mortelle, il faut qu'on fasse quelque chose avec ça. Et qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, tout au long de notre histoire, on a méprisé ces trucs, cette chose. Tout de suite, je voudrais, avant de continuer, oui, alors allez-y, monsieur, Il y a aussi le côté animal du sûr. Ça nous remet à notre statut. Bien sûr, c'est côté animal, bestial, complètement. C'est-à-dire que ces corps, qui est quand même un corps humain, passent par l'animalité en nous. Hein. D'ailleurs, quand on définit, déjà à l'époque, hein, l'homme comme animal rationnel, on voit très bien la dualité. Un côté sombre, un côté matériel, un côté corporel, c'est-à-dire un côté bestial, et un côté rationnel, c'est-à-dire éternel. Vous voyez? Mais ça, c'est Platon, c'est pas la chrétienté. Donc vous voyez aussi tout de suite, vous comprenez, que si l'Église catholique, enfin si la chrétienté a pu dire ce qu'il a dit, c'est parce que les bases conceptuelles étaient déjà, ça c'est pas inventé par moi, c'est la théologie, les bases conceptuelles étaient déjà inventées, découvertes bien avant. C'est les Grecs qui ont fourni toutes les bases conceptuelles pour qu'on puisse proposer un message avec des caractéristiques bien entendu singulières, mais quand même chrétiennes. Vous voyez ce que je veux dire, monsieur? Alors, un autre regard. Oui. Pour moi, le déni du corps vient du gros problème de la sexualité, qui est l'enjeu de la survie d'un groupe. Donc si on remonte bien avant, donc ça va être les travaux de Lévi-Strauss sur l'organisation d'un village pour qu'il n'y ait pas de consanguinité, etc. Donc toute la problématique du religieux dans la dimension sociologique de survie d'un groupe, c'est vrai que c'est par le corps que peut venir le problème. Et dans la prise en compte de l'enjeu sexuel, si je vais l'étape d'après, où au lieu d'avoir la dualité, en gros l'âme qui est éternelle et puis le corps
on va chez Freud, et bien là on a une autre dualité, mais qui tourne toujours autour de cette problématique de la sexualité, qui est un enjeu capital de la survie, et donc de la culpabilisation, de la maîtrise, etc. Et pour moi, là, il y a une continuité qui est à la source du rejet du corps. Car le corps est porteur de la problématique de la reproduction. Voilà. Pourquoi pas, c'est clair que ce que vous venez de dire est un constat. Je pense quand même que la problématique qui est à la base de la notion même de culture, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec la mort, et déjà avec la mort de l'autre, hein. Comment est-ce qu'on reste en contact avec celui qui n'est plus là, qui est, selon tous les anthropologues, les débuts même de ce qu'on peut appeler culture, avec les rites funéraires et les deuils. Je pense c'est probablement concomitant à la question de la sexualité. Mais si vous voulez, on a les temps qu'on a, je pense que c'est bien déjà de comprendre qu'est-ce que ça veut dire et enfin, qu'est-ce que ça veut dire. Comment penser cette dualité et si, concrètement, on doit être tributaire de cette manière de penser nécessairement. Vous voyez? Et bien entendu, je vais vous dire, bien sûr que non. Mais on va voir ça. Donc, vous voyez, donc, chez Platon, oui, monsieur. Monsieur posait la question du pur et de l'impur. En dehors du pur et l'impur, ce sont des questions qui sont universelles. Je crois que c'est ça, c'est le corps comme impur par rapport à l'âme, par exemple. Donc, c'est ces dimensions-là qui étaient. Mais là, on est déjà dans l'éthique ou dans la religion. Hein. La notion de pur ou impur, sont déjà des questions plutôt religieuses que enfin, j'en passe. Hein. C'est pas mon approche. Donc, cette dualité, elle peut être au service d'une sanctification du corps. Bien sûr. Et pas seulement d'un mépris. Bien sûr. Alors, j'essaie de dire quelque chose. On y va, mais je suis d'accord. On va arriver, parce que quand je parle de mesurabilité tout à l'heure, ou de quantification, on est vraiment dans la science. Mais, alors, du coup, j'ai les fils conducteurs. Oui, mais ça va revenir. Bonjour, Anne. C'est pas grave, c'est la grande. C'est l'avocat. Oui. Alors, la dualité, oui. Je voudrais juste dire que, comme on est très nombreux, je sais, et c'était d'ailleurs ma demande, le souci que les gens puissent intervenir, mais en même temps, n'intervenez pas trop. La dualité, enfin, je pense que c'est clair. D'un côté, la dimension éternelle, qui est celle de l'esprit, de la raison, de l'âme, de la conscience. Il y a eu beaucoup de termes pour déterminer cette dimension-là. Et de l'autre côté, une dimension matérielle, sensible, plutôt pulsionnelle, qui serait la dimension du corps. C'est clair? Bien. Alors, maintenant, on va arriver à la question de la science, qui aujourd'hui est, à mon sens, importante, en tout cas la question de la technoscience ou des technosciences. Mais je voulais mettre en parallèle, hein, ou confronter cette idée qu'on a tous de ces corps du côté du sensible et dans des coups, pourquoi pas, impurs, etc., éphémères, futiles, etc. Et je voudrais confronter ça avec une citation d'un philosophe que j'aime particulièrement, qui s'appelle Nietzsche, qui dit la chose suivante. Le corps est une pensée plus étonnante que l'âme séculaire. Le phénomène du corps est un phénomène plus fécond, plus clair, plus intelligible, à mettre en avant méthodiquement, sans rien présumer de sa signification ultime. Plus loin, dans un autre texte, il parle de ce corps qui est un mystère, mais une merveille, je cite, une merveille. Donc on a aussi des penseurs qui pensent tout le contraire que ces tombeaux platoniciens ou cette prison platonicienne. C'est clair, pour être juste, il faut savoir que par la suite, les différents auteurs de la pensée occidentale ont évolué par rapport à cette idée si méprisante du corps, mais néanmoins, ils ont toujours conservé la dualité.
Oui. Ils sont toujours conservés la dualité. Même quand on parle des unions substantielles, c'est l'union des deux substances. Une substance corporelle et une substance rationnelle. Donc, je pense à Aristote, mais aussi tout le Moyen-Âge et la modernité, dans lesquelles on reprend des prémices platoniciennes. C'est le cas de tous les auteurs modernes, depuis Descartes, Leibniz, Malebranche, Kant, Hegel. Tous pensent à la manière de Platon des corps. Vous comprenez? Donc, cette idée, pour moi, est majeure. L'idée que le corps est une substance majeure, problématique, grave, en tout cas du point de vue de la pensée. Et je dirais, pour notre fonctionnement existentiel, pour nos manières d'exister, l'effet qu'on présuppose la substance, d'ailleurs une substance physique, corporelle, est problématique. Et je vais essayer de partager avec vous pourquoi me semble problématique. Vous avez vu que peut-être les fils conducteurs, je ne l'avais pas prévu, mais le fil conducteur de toutes nos séances est cette idée des substances. Comme quoi les temps seraient quelque chose, les mondes seraient quelque chose, les sujets humains seraient quelque chose. Sujet, ça veut dire suppositum, substance. Et le corps serait quelque chose, et la mort serait quelque chose. Et à chaque fois, avec en tout cas les 3 premières séances qu'on a eues, on est arrivé en tout cas à comprendre que pour certains, n'est pas quelque chose. Ni les mondes, ni les sujets, c'est-à-dire l'être humain, ni la mort. La mort n'est pas quelque chose. Eh bien, c'est le cas aussi avec les corps. Et là, c'est intéressant, parce que effectivement, on a une sorte de... Après, il était déjà en train de se faire opérer. Aucune préparation d'aucun type. 4 heures après, il était réveillé et bouleversé, terriblement bouleversé. Pourquoi j'ai dit ça? Je cite. Pardon. Je cite, hein. Je cite. Réfléchissons aux chirurgiens. Chirurgien qui opère le cœur, mais il l'opère et il le traite comme un organe objet. Ah, j'ai entendu des choses. Oui, il l'opère, il le traite. On y va. Pour les chirurgiens, il ne s'agit absolument pas, en tout cas je suis l'exemple de mon frère. Il ne s'agissait pas de mon frère Juan Manuel Casalía, enfin, qui est un mec qui vit, qui a une biographie personnelle, des projets. Non, non, il s'agit d'un organe objet, c'est tout qu'on appelle cœur. Bien. C'est une réalité. Attendez, c'est clair que c'est un constat. Mais laissez-moi finir, je suis complètement d'accord. C'est clair que c'est un constat. Maintenant, le scalpel, et je cite, le scalpel n'a pas ouvert un appareil plus ou moins compliqué ou un organe que l'on possède comme un quelconque objet. En enfouissant leurs doigts dans le cœur lui-même et en déchirant les adhérences de ses valvules, il pénètre en plein centre d'une existence humaine. Là, il y a toute la différence. Là, déjà, les pistes s'ouvrent, à mon sens. J'espère que pour vous aussi, commence à s'ouvrir. Cette idée d'un corps physique, substantiel, objet, c'est complètement tributaire des notions qui ont parcouru toute l'histoire d'Occident. Ce sont des notions philosophiques. Un côté matériel, il faut se débarrasser de ces côtés matériels. D'ailleurs, en Occident, qu'est-ce qu'on a fait avec ces côtés matériels? On a essayé de l'expliquer. Hein? Et les sciences se sont développées. Les sciences sont des expertes. Et ils ont une vraie expertise du corps physique. C'est intéressant. En allemand, il y a 2 mots, 2 termes pour les corps. Il y a un mot pour les corps physiques, corps opère. Il y a un mot pour les corps vivants. Et tout de suite, j'ai Leben. Pardon, Liebe. Leben, c'est vie. Liebe, c'est corps vivant. Donc, je vous en dis tout de suite, parce qu'en français, il n'y a pas de mot, en espagnol, il n'y a pas de mot, je vous invite tout de suite à saisir personnellement cette différence entre ce qui peut être tenu en compte comme un corps physique et un corps vivant. Où finit les corps vivants?
Quelle est la limite du corps vivant? On connaît la limite du corps physique. Basiquement, comment on appelle ça en français? Épidermis. L'épiderme, la peau. Ok. Est-ce que les corps vivants finissent dans la peau? Non. Bien sûr que oui. Allez-y, monsieur. Donc pour vous, il n'y aurait pas de différence entre les corps physiques et les corps vivants? Non. Ok. Je signale, on est là. Avec mon doigt, je mettais, je signale la fenêtre. Ou mieux, je signale ces tableaux. C'est mon doigt qui signale les tableaux. Oui. Où finit mon corps? Au bout du doigt. Non. Non. Vous allez au tableau, grâce à mon doigt. Vous allez voir mon tableau, vous revenez à moi. Il y a tout un réseau de signification qui commence à opérer. L'existence commence à opérer. On commence à rentrer en rapport. Des relations s'ouvrent grâce à un simple geste. C'est pas mon âme, c'est pas... Non, c'est mon existence corporelle, grâce à ces doigts, qui se met en jeu. Les corps ne finissent pas au bout du doigt. Merci madame, qui a au bout du doigt. Chez Rouchy, et vous savez quoi? On va mettre des exemples. Mon enjeu maintenant, c'est vous convaincre que le corps physique n'est pas égal ou identique au corps vivant. C'est-à-dire que quand on traite un corps, le mien, ou celui de l'autre, comme un objet, on passe à côté du corps vivant. Ah oui, ça. Je peux faire avec vous maintenant. Et bien sûr, c'est un jeu. C'est pas du tout un défi. C'est un jeu entre nous. Un jeu, au contraire, c'est une ouverture de l'âme. Pourtant, je crois pas à l'âme. Hein. Alors peut-être c'est une ouverture existentielle. Voilà. Laissons tomber la substance âme. Parce qu'elle aussi fait partie du problème. Désolé les amis, je vous dis tout de suite. Parce que si le problème c'est un corps physique, on ne peut pas nier que le problème c'est aussi la question de l'âme. L'existence. Et c'est clair, c'est vous qui l'avez dit, on est plus confortable parce qu'on a l'impression qu'on saisit, qu'on maîtrise les substances. Vous savez, la substance corps, allez-y, scientifique, faites. La substance âme, allez-y, religieux ou scientifique, les nouveaux gourous de notre monde, faites. Mais non. Parce que si aujourd'hui, California Life Company, vous le savez, hein, une entreprise de Google, arrive, ils sont très bien payés les ingénieurs, hein, arrive formule California Life Company, tuer la mort. C'est la formule, hein, ouais. Tuer la mort. Qu'est-ce qu'ils pensent? Quel est le présupposé de ces gens-là? Qui par ailleurs peuvent être très intéressants. Je ne critique pas, j'essaie de penser la corporalité. Eh bien, c'est que l'homme peut télécharger. Qu'est-ce que c'est les téléchargements? C'est les téléchargements de quoi? Un stock de mémoire, d'informations, qui est ce qu'on a appelé âme. Cette substance, pour lui, c'est tangible, pour eux, c'est tangible. C'est-à-dire qu'on peut la prendre, l'attraper, la saisir et la mettre dans un software. Et nous débarrasser d'une fois pour toutes de cette pesanteur, poids terrible qui est obsolète, qui est le corps, et devenir immortel. Ça, c'est pas du tout une attraction. Vous pouvez aller voir sur leur site. C'est dit, noir sur blanc. Allez-y voir. California Life Company. D'accord? Beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Et donc, vous voyez l'idée. Peut-être la question de la substantialité, c'est-à-dire une substance corporelle qu'on maîtrise parce qu'elle est tangible, sensible, et une substance eidétique ou rationnelle ou non sensible, qui serait nommée comme âme, vient brouiller, vient embrouiller notre situation. Moi, je suis convaincu qu'on peut s'en passer de cette manière de penser. La souffrance qui a été évoquée tout à l'heure. Mais non, je vais vous donner les exemples un par un. D'accord? On va parler, j'ai déjà parlé du doigt. Est-ce que ça, vous l'avez compris? Et là, j'ouvre la parole. Est-ce que vous voyez l'exemple que j'ai donné? Où finit mon corps? Vous comprenez jusqu'à quel point mon corps dépasse la définition du corps physique? C'est tellement évident que chaque fois que je donne ces cours, j'ai peur. Enfin, j'ai peur, j'ai honte. J'ai honte. Comment c'est possible qu'on soit resté dans la notion de corps physique? Mais comment c'est possible? Je pense que ça nous rassure beaucoup. Il faut avoir peur, justement.
On vit qu'une fois, non? Je suis pas sûr, hein, mais bon, quand tu poses la question. Je ouvre donc là quelques minutes. Est-ce que quelqu'un veut faire, mais soyons assez précis, un peu rigoureux. Cette idée de cette référence, disons, cette geste qui resignifie, qui va, enfin, qui se perd, qui se dissout, qui est presque infini dans le sens où, jusqu'à où va mon corps. En tout cas, vous comprenez que la limite du corps vivant ne s'identifie pas avec la limite du corps physique? Oui, oui, c'est clair? Oui, mais pourquoi on parle de corps? Si on parle de corps physique, on parle de celui-là. Ah oui. La peau. Corps vivant, c'est... Mais si on parle de libre, de corps vivant, on peut dire en français, non, corps vivant ou corps vif, comment on dit? Corps vivant. Les corps vivants ne finissent pas au bout de mon doigt. La preuve, c'est que c'est l'exemple que je viens de donner, et là je vais vous donner beaucoup d'autres exemples, dans lesquels on voit bien que mon corps vivant va au-delà, bien au-delà du bout de mon doigt. Va en tout cas jusqu'à les tableaux, et rebondit chez chacun de vous, ça devient immesurable, ou non mesurable. On ne sait pas trop, on peut le faire, hein. On peut essayer de voir quelles sont les significations qui sont en jeu, mais on ne peut pas les mesurer. Et pourquoi parler de corps encore? Parce que le corps est attaché à quelque chose de physique, on a du mal à s'en défaire. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Il se passe autre chose entre le doigt et le tableau, quoi. Messieurs, vous partez? Oui, et je vous souhaite une très bonne journée. À vous tous. Mais l'idée c'était de vous répondre. Mais je vais vous répondre. J'ai eu ma réponse. J'espère que j'aurai l'occasion de vous réécouter à nouveau. Ok, vraiment. Super. Il y a toujours les films, si jamais. Les films, si jamais. Ah, on peut le revoir. Ouais, d'accord. Bonne journée. Merci vous aussi. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée corporelle. Merci à vous. Au revoir. C'est vrai, on tient assez. Et c'est pour ça que la possibilité allemande me paraît intéressante. Il y a un mot qui n'a rien à voir avec corps qui est libre. C'est corps vivant. Mais c'est vrai que nous, on est un peu ancrés dans les corps, mais c'est pour ça que je vous invite à penser en termes de ces deux termes. Corps vivant, quoi. Corps vivant. Corps relationnel, en fait. Bien sûr. Oui, c'est le corps relationnel. Alors, bien entendu, ces corps vivants dans lesquels on va pas beaucoup, j'espère beaucoup parler, si j'ai l'occasion aujourd'hui, mais effectivement, la relation dépend de ces corps vivants. Si, quand je vous ai donné la main tout à l'heure, un coup de main, on dit, coup de main, je vous donne la main. Serrez la main, pardon, pas le coup de main. Le coup de main marche aussi. Marche aussi. C'est un peu de... Ok. Et après, Oui, mais quand je vous ai donné tout à l'heure, je vous ai serré la main. Est-ce que c'était mon corps physique qui vous a donné la main? Oui. Mais non. Mais non. C'est-à-dire, oui, on peut imaginer on peut essayer de penser ça du point de vue de cette objectivité corporelle. Mais attendez, il y a beaucoup d'autres choses qui se passent quand je vous donne la main avec mon corps vivant. C'est-à-dire que mon corps vivant, il est déjà en dehors de lui-même, il est déjà avec vous, dans la mesure où, pour moi, vous n'êtes pas un corps objet. Voilà. C'est-à-dire que si le corps vivant est de l'ordre de l'existence, c'est-à-dire de tout ce qui vient avec l'existence, on en a déjà dit des choses, mais il y a beaucoup d'autres. Hein. Mais, eh bien, on ne peut pas imaginer que quand je vous touche en vous donnant la main, tout ça c'est neutre. C'est-à-dire physiquement neutre. Ben non. Non. C'est absolument vivant, enfin, c'est-à-dire corporellement existentiel. Vous comprenez? Et il y a une autre manière de penser la limite qui est plutôt une manière à la grecque, c'est-à-dire constitutive. Hein? C'est-à-dire, c'est la limite qui, dans les gestes, hein, je parle dans les gestes, hein, que, à partir de laquelle on se déploie. Vous comprenez? La limite qui nous oppresse, la limite qui nous déplace, c'est-à-dire qui nous configure, qui nous informe. Ce geste est limité dans ce sens-là, si on pense les corps comme corps vivants. Et ce geste est limité dans un sens, dans le premier sens, c'est-à-dire obstacle, si on pense les corps comme corps physique, c'est-à-dire fini. Il finit au bout du doigt. Je voudrais revenir sur le pointé du doigt, parce que ça me fait penser effectivement, bien sûr que c'est déjà dans la relation à l'autre, parce que observer les enfants qui pointent du doigt et qui disent ça c'est bien susciter l'intérêt de l'autre. Et quand on voit
donc c'est bien avec la jouissance de l'autre que l'enfant va pointer pour susciter l'intérêt. Et c'est petit, enfin, il a 2 ans, 2 ans et demi, il pointe du doigt. Exactement, mais ça, même si on évite les ça marche aussi. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a toute une lecture qui s'ouvre, un livre qui s'ouvre. Et c'est ça, là, comme on vit, on relationne. Hein. On lit, tout le temps on lit, on apprend, on entend. Et quand un enfant signale, bien sûr, il suscite, mais aussi il dénote ce que l'appelle. C'est-à-dire, vous comprenez? C'est-à-dire une relation qui est aussi d'appel, qui fait que lui, il gesticulise, fasse cette geste. D'ailleurs, les enfants autistes ne pointent pas, et quand même pointer du doigt, c'est quand même déjà... Enfin, c'est un pas énorme. C'est un pas. Pointer du doigt, c'est un pas énorme. Je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Et incroyablement parlant. Mais revenons. Oui, madame. Juste un mot en français. Oui. Le mot cœur. Oui. C'est le cœur du cardiologue de votre frère, peut-être. Mais c'est le cœur, quand on dit il met du cœur. Oui, il met du cœur, c'est complètement. Le cœur à l'ouvrage, enfin, je vais faire l'expression. C'est dans ce sens. Et effectivement, c'est pas mon organe que je sors de là. Mais, ok. Regardez, je cite un médecin qui s'appelle un psychiatre, un médecin psychiatre qui s'appelle Heiling, c'est très étonnant ce qu'il a écrit, hein, il y a déjà 50 ans, mais c'est pas grave, ça nous convient tout à fait. Je prends un petit paragraphe de quelque chose écrit par ce médecin. Il dit « L'affliction ne peut se mesurer, mais les larmes provoquées par l'affliction, par suite de l'interconnexion psychosomatique, peuvent être examinées dans toutes sortes de directions différentes en fonction de leur quantification. » On peut quantifier les larmes. Et là, je cite la pensée que je veux partager avec vous. À la vérité, vous ne pouvez cependant jamais mesurer les larmes. Si vous mesurez dans les meilleurs des cas un liquide et ses gouttes, mais pas des larmes. Des larmes, on ne peut rien faire d'autre que les voir, sans plus. De quoi les larmes font-elles partie? Il se pose la question. Sont-elles quelque chose de somatique, hein, corps physique, ou quelque chose de psychique? Et il répond, ni l'un ni l'autre. Prenons un autre phénomène. Ok, avant de partir à un autre phénomène. Un mot, je vous ouvre la parole, les larmes. Moi je pense que c'est les deux en fait. C'est psychique et physique parce qu'ils expriment parfois tout simplement, scientifiquement parlant, on va dire se rincer, je ne vais pas dire se rincer lui, mais c'est... en fait ça rince... L'oignon. Attendez, je reste là. Je dis non. Si on dit l'un et l'autre, on reste dans la dualité. Oui. Attendez, l'oignon. Attendez, quand je pleure parce qu'il y a de l'oignon, bien sûr qu'il y a quelque chose de physique qui se passe. Mais avant de quelque chose de physique qui se passe, il y a un rapport existentiel. La vie, moi en train de couper l'oignon. C'est l'existence. C'est le corps existant qui est en jeu. Mais nous, on les traduit par, tout de suite, par un truc scientifique, vous voyez, mesurable. Attendez, les trucs scientifiques, je parle mal exprès, les trucs scientifiques, c'est une conséquence d'une rencontre, en tout cas, entre l'oignon et moi. Et là, on est en train de donner l'exemple les plus brutal, ou bestial. Mais cette idée que les larmes peuvent être quantifiées, mesurées, c'est-à-dire tout à fait constatable au sein d'une approche physique et objective, passe à côté de l'existence, du corps qui existe, du corps vivant. Un autre exemple. Oui, monsieur. Par rapport à la dualité, il me semble que la dualité a évolué dans le temps. Oui. Avant, c'était entre le transcendant et le sur Terre. Après, c'était sur Terre entre l'esprit
et le corps, avec une fiction qui s'appelle Le cerveau dans la baignoire. C'est dans la culture du transhumanisme, etc. Dire que finalement, le corps en dehors du cerveau ne sert plus à rien. Donc la dualité évolue. Oui, mais c'est les mêmes présupposés philosophiques. Voilà. C'est ça ce que je veux dire. C'est ça mon hypothèse, si vous voulez. Ce sont les mêmes présupposés philosophiques. Alors, il me semble que notre difficulté, c'est lié d'abord à notre langue. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais le mot, je pense à la cantine qui disait le geste du chirurgien, c'est le geste radical de l'extraction du mal dans le corps. Voilà. Alors que dans d'autres cultures, c'est pas du tout ça. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et moi, ce qui me semble, pour revenir à ce qu'est le corps vivant, pour moi, il y a un mot qui couvre à la fois le corps, le cœur et l'esprit, c'est l'appétit de vivre. Voilà. Et je me dis, voilà, comment caractériser le corps vivant par cet appétit de vivre qui nous met en tension avec les autres. Parce que l'appétit de vivre, forcément, ça résonne avec les autres. Oui, mais oui, bien sûr, l'appétit de vivre, je ne vois pas. Il y a différentes manières de parler de ce type des ouvertures, c'est-à-dire disposition, rapport à l'autre, relation aux autres, projection, être jeté. Enfin, il y a beaucoup de manières ou des modalités de l'homme. Eh bien, une modalité de l'être humain, c'est la corporalité. C'est une modalité. On est corporel. On est corporel. Il y a un gros problème de base. Cette idée qui encore nous traverse. Je suis âme, j'ai un corps. Ça, c'est les monuments à la dualité. Ce que j'essaye de vous dire maintenant, c'est pas pour vous convaincre de quoi que ce soit, mais qu'il y a des autres manières de penser, aussi occidentales, qui estiment que ce que je viens de dire, c'est-à-dire j'ai un corps, ça ne se tient pas. Je suis ce corps que je suis. Je suis ce cerveau, je suis mon genou, je suis mon doigt, je suis mon cœur. Je suis. C'est-à-dire que par la corporité, toute une existence entière se déploie. Et que si on veut traiter, parce que ça a été évoqué tout à l'heure la question de la santé, c'est une vraie question, si on veut traiter la question de la santé, c'est-à-dire concrètement, t'as mal au cœur, donnez-moi cœur, objet, on passe à côté de ce qui est en train de se jouer, qui est l'existence entière de celui qui a mal au cœur. C'est rassurant. C'est rassurant pour la science, mais c'est terriblement pernicieux pour celui qui s'endort, se laisse endormir par l'anesthésie. Vous comprenez? C'est pernicieux, c'est-à-dire que ça porte préjudice. Et pour ne pas parler de la souffrance mentale, dans laquelle ces présupposés-là sont encore plus rares. Encore plus rares. J'ai déjà nommé cet exemple qui m'a touché particulièrement. Là, quelqu'un qui me dit, qui est terriblement en souffrance, qui me dit, pourquoi vous me parlez de la mort? Je suis une âme, et donc je suis éternel. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, la manière comme lui, il pouvait vivre sa corporalité était terriblement déficiente, une manière terriblement étroite. Vous comprenez? Et donc, du coup, ce qui suppose la pensée de « je suis corps »,« je suis ce corps », c'est quelque chose de simple et à mon sens important. Plus on déploie notre modalité corporelle, plus on est près d'une certaine santé. Plus on est étroit, on résiste, comment dire, on diminue. On confine. Pardon? On confine. On confine, mais merci beaucoup. On rétrécit, on confine, on rétrécit. L'horizon du déploiement corporel, je dirais, plus ça va péter ailleurs. Je le dis terriblement mal parce qu'on est entre nous, je ne suis pas à l'académie. Vous voyez? Ça va péter ailleurs. Donc, déployons notre modalité corporelle. Nous sommes ces corps qui se déploient. Nous sommes ces corps qui se déploient.
Et aussi, nous sommes ces corps qui se confinent. Donc, dans nos manières différentes, manières corporelles, on existe. On existe. On existe en train de pleurer, on existe avec honte, on existe affligé, on existe avec un corps qui danse. Joyeux. Pardon? Joyeux. Donc ce corps n'est pas quelque chose que moi par ailleurs je maîtrise. Ce corps peut être à la base même de mes possibilités existentielles. Peut-être. Je continue. Je voulais donner un autre exemple. Oui. Ah, pardon. En fait, pour revenir à Rosa, oui. Rosa, il parle des pratiques individualistes du corps, notamment un peu du yoga et des choses comme ça, qui ne font pas entrer en résonance avec, dont je ne sais pas prononcer le mot, le monde, oui. Qui ne font pas entrer en résonance, et pourtant qui sont des pratiques où on brique un peu son corps, où on en prend soin. Alors, ce que je suis en train de dire ne contredit pas ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire que ce que je suis en train de dire, c'est concrètement qu'à chaque fois, de manière singulière, on pourrait essayer de comprendre nos manières d'être au monde, corporelles. Et si on peut, bien entendu, développer une manière d'être au monde corporel individuel, et peut-être trop individuel, à voir. Je ne vais pas juger. Moi, je n'aime pas juger à ces points-là, vous voyez. Mais à chaque fois, on verra, chacun de nous, quels sont nos rapports aux choses, nos rapports aux autres, par rapport à l'horizon de nos possibilités. Mais ce qui est sûr pour moi, c'est qu'on ne peut pas s'en passer du mode corporel. On ne peut pas. Même d'ailleurs, ce qui est assez paradoxal, c'est que tous ces philosophes que j'ai tellement étudiés, que j'aime tellement, qui méprisent la corporité, eh bien, eux-mêmes, ils n'ont pas pu faire sans leur corps. Quand Kant, par exemple, un grand penseur de la modernité en Europe, quand Kant avait comment dire, une agenda, un emploi du temps terriblement rigoureux et méthodique, jour par jour, car il savait qu'à telle heure de la journée, il allait pratiquer du silice, c'est-à-dire qu'il s'est fait mal, hein, il s'est cloué des clous dans les chambres parce qu'il estimait que son âme allait mieux se réveiller. Hein, et il faisait avec une systématicité incroyable. Eh bien, il était en train de... Même quand il refusait sa corporalité, ou quand il la traitait comme il l'a traité, il était en train d'être corporel. C'est-à-dire que refuser ou dire non à la dimension corporelle, ça ne veut pas dire ne pas être corporel. C'est peut-être au contraire, c'est peut-être réduire tous nos champs du possible à une dimension duale du corps. Mais, de l'homme, du corps et de l'âme. Mais peut-être d'ailleurs, quand, j'allais dire, oui. Peut-être que lui, il déployait sa corporalité de cette manière-là, dans la souffrance de son corps. Bien sûr, bien entendu, c'est ça ce que je suis en train de dire. Il déployait sa corporalité en essayant de l'arrêter, enfin de la faire souffrir, ou de la soumettre. C'est clair. Mais ça, c'est une possibilité concrète. Après, on aurait pu lui demander, malheureusement, c'est plus le cas, enfin, c'est plus possible. Ça va? Ça va, Kant? Vous comprenez? Non, mais ça va, c'est-à-dire, ça va? Ça va, ta vie? Enfin, on sait que c'était quelqu'un qui a vécu toute sa vie au même endroit, qui n'est jamais s'éloigné de 10 km de sa ville, natale, connue, et qui n'a jamais connu femme, hein, c'est-à-dire qu'il n'avait pas... Pardon? Forcément, oui. Oui, c'est-à-dire, je ne peux absolument pas juger la vie de ces grands hommes, hein, génie absolu, hein. Mais j'aurais tellement aimé lui poser la question, ça va? Mais ainsi comme ça, à beaucoup d'autres penseurs qui ont déterminé notre histoire. Mais la pensée de Kant est une pensée majeure, et ça nous rend terriblement service pour comprendre ce type de problématiques. Mais c'est clair que chez Kant, le corps est aussi, au niveau textuel, absolument méprisé. On peut expliquer aussi que Nietzsche, par ailleurs, lui, fait toute sa philosophie à travers le corps. Sûr. Alors là, on a un cas exactement...
exactement opposé. Il a sublimé sa souffrance, c'est-à-dire qu'il a affirmé, et toute sa philosophie, quelque part, enfin, là c'est exagéré, mais disons que c'est un point fondamental de sa philosophie, l'affirmation de la souffrance psychique, pardon, physique, que dans son cas, lui, je dirais, c'est déjà pensé, vécu comme corps vivant. C'est-à-dire qu'il a existé corporellement et il a fait honneur à cette existence corporelle. Et on le voit refléter. Mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure, pour lui, les corps, rien n'est plus merveilleux, c'est-à-dire mystérieux, énigmatique, subtil, nuancé que les corps. Mais quand il dit les corps, là, on parle d'un allemand qui parlait des livres. Il ne parlait pas des corps pères, il parlait des livres, c'est-à-dire des corps vivants. Vous voyez? Mais peut-être il faut dire encore, puisque Nietzsche a été mentionné, chez Nietzsche, pour exemple, les corps, je ne dis pas qu'il faut que nous tous on pense comme lui, mais je ouvre juste ces pistes-là. Les corps est à la base de tout. C'est quoi, quand je dis corps, attention, c'est quoi les corps? Pour Nietzsche, quelque chose de très complexe, insaisissable et basiquement rapport de force. Les corps digèrent, les corps essayent à chaque fois de digérer, et la conscience, ce que nous on appelle conscience, est un symptôme du corps. C'est-à-dire qu'il va va s'opposer à la tradition occidentale, où, bien entendu, à la base de l'humain, il y a l'esprit, la conscience, les sujets. Alors lui, il dit exactement le contraire. À la base de l'humain, il y a cette multitude de pulsions dont on ne connaît pas leur origine, qui se rencontrent et constituent, produisent corporité. Et c'est à partir de cette corporité-là, c'est-à-dire pulsion en rapport, qu'une conscience émerge. Mais nous, on a une tendance majeure qui est « je suis conscience ». Je suis esprit, j'ai un corps. Eh bien, je vous dis, faites ce que vous voulez, mais ce n'est pas nécessaire de penser comme ça. Et par ailleurs, je dis, attention, mon patient, qui est convaincu qu'il est éternel parce qu'il est âme, et qu'il vit une vie terriblement, disons-le clairement, minable, terriblement souffrante, parce que, peut-être, ces présupposés conceptuels l'empêchent de penser autrement, c'est-à-dire de s'ouvrir autrement, de recevoir les choses autrement. Il y a beaucoup de cas dans lesquels les corps ne fonctionnent plus. Ne fonctionnent plus, je ne parle pas du corps physique. Bien sûr que je peux avoir mal au dos. Je ne dis pas, il y a des souffrances physiques qui sont atroces, mais c'est terriblement dommage d'imaginer que cette douleur, cette souffrance, se résume à une question physique. Alors, j'ai envie de encore donner un exemple très personnel. En ce moment, je viens de finir avec pas avec l'autre, 2 personnes qui sont venues me consulter avec l'analyse existentielle. Les 2 avaient, en l'occurrence, ont cancer. Il y a une qui vit ces cancers avec, disons-le, choix, avec toute la tristesse qui suppose, mais elle n'est pas arrêtée de fonctionner. Et l'autre qui vit ça avec une dépression majeure. Alors, quand j'essayais de penser avec elle, pourquoi cette différence? Moi, je pensais en termes comparatifs, mais à chaque fois, de manière singulière. Eh bien, dans un cas, les cancers n'étaient pas quelque chose qui est venu se loger dans un corps physique objet, comme un virus, un martien qui arrivait. Non, dans cette dame-là, c'est cancer. C'est elle aussi. Elle est ce cancer. C'est elle qui développe ce cancer. C'est elle qui existe en tant que cancer. Désolé, je suis radical là, mais c'est ce que j'ai entendu. Et cette dame-là sort avec ses copines au cinéma. C'est-à-dire, il continue à exister. J'ai l'impression, presque des fois, j'ai l'impression qu'il est plus malade. Et l'autre dame, qui vit dans un supplice constant, eh bien, elle lutte contre les cancers comme si son corps l'avait trahi. Comme si son corps venait la limiter. Elle n'a pas pu encore intégrer sa corporalité, en l'occurrence cancéreuse. Pardon. Juste, Nietzsche. Pardon?
Nietzsche était... Alors on ne sait pas trop. Il avait terriblement mal aux yeux et à la tête. Tout le temps. Tout le temps, depuis... Non, pas de naissance, à partir de 20 ans. On dit qu'il avait syphilis, c'est une des théories, qu'il avait chopé syphilis dans un bordel à Leipzig. Mais on ne sait pas trop. Il y a des autres théories aussi. Mais c'est vrai, c'est par contre, il a eu terriblement mal. Et du coup, c'est une belle épreuve. C'est bien que vous mentionnez Nietzsche parce que on connaît tous la manière d'écrire de Nietzsche, aphoristique. Eh bien, aphoristique parce qu'il ne résistait pas la vue sur les papiers plus que quelques phrases. Donc, son écriture est corporelle. C'est-à-dire que son existence corporelle est aussi sa pensée. Sa pensée, c'est lui en train d'être aussi corporel. Attendez, je ne dis pas que tout se résume au corps. Aussi corporel. Aussi corporel. C'est une modalité d'être au monde. Et pour Nietzsche, c'est clair et net. Mais je dirais pour tout le monde. Hein. Mais pour Nietzsche, c'est évident. Oui, monsieur. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de grands penseurs, je ne vous ai pas entendu les citer, femmes, qui ont une perception différente du corps que celle des hommes? Elles sont porteuses de vie, et alors que l'homme est peut-être aussi porteur de vie, mais différemment. Ouais. Alors déjà, il y a des hommes, des philosophes qui ne pensent pas, j'ai nommé Nietzsche, mais il y a beaucoup d'autres, heureusement, qui ont essayé de sortir de la dualité. Mais par rapport aux femmes, je vais dire juste un mot, c'est très compliqué, la question des philosophes femmes dans l'histoire. Il faut savoir qu'il y en a eu, mais on les a tues. C'est hallucinant. Moi, il y a quelques années, j'étais convoqué pour donner une conférence sur les philosophes femmes. Et bien entendu, comme d'habitude, j'ai dit oui. Mais après, mais qu'est-ce que j'ai dit? Enfin, j'ai fait quoi? Eh bien, j'ai dû commencer à étudier, et heureusement, de plus en plus, il y a des travaux historiques qui montrent bien qu'il y a eu des grandes philosophes, entre guillemets grandes, parce qu'on a tué leur voix, mais elles ont existé. Et donc, on les a empêchés, Occident a empêché les femmes à penser. C'est incroyable, elles ne pouvaient pas aller à l'université, c'est un truc de fou. Et je me demande, bien sûr, mais c'est la contre-histoire si vous voulez, mais qu'est-ce qui aurait été de nous, ou d'Occident, si ces femmes avaient pu et dire ce qu'elles savaient à dire, quoi. Il y aurait peut-être moins d'inégalité aujourd'hui entre les hommes et les femmes. Ça, c'est clair. Mais bon, ça, malheureusement... Ça, c'est votre hypothèse. On peut écouter celle d'aujourd'hui, déjà. Hein. Oui. Alors, on y va. Alors, quelqu'un rougit des hontes. Hein? On continue avec les exemples. Quelqu'un rougit des hontes. Il est gêné, il rougit des hontes. Peut-on mesurer son rougeur? La même question avec les larmes. Devenir rouge de honte ne peut pas davantage être mesuré. C'est le même cas que les larmes. Bien que les rouges, la couleur rouge, puisse parfaitement l'être, on peut mesurer la couleur rouge, il y a tout un système physiologique qui se met en place pour qu'on devienne rouge. Mais, tout simplement en mesurant l'adduction du sang. On sait pourquoi on devient rouge, merci. Mais ça, c'est pas suffisant. Oui, bien sûr, il y a tout qui se passe physiologique. Attends, mais ça finit pas là. On peut rougir parce que on peut rougir parce qu'on est en hiver dans un chalet et il fait froid et on rentre, non, on n'est pas dans un chalet, on est dehors et on rentre dans les chalets et tout d'un coup on devient rouge. Et ça on le sait tous, tout de suite. On sait quand quelqu'un rougit de honte ou parce qu'elle a la fièvre ou parce qu'elle vient de rentrer de l'hiver. C'est-à-dire qu'il y a une dimension corporelle, la rougeur, qui est de l'ordre de l'existence et que l'explication physiologique n'est pas suffisante. Dans les trois cas, l'adduction du sang a été la même. Et alors, ce qui nous intéresse, c'est savoir si la personne avec laquelle je suis, il a honte, il a la fièvre, ou il vient de rentrer de l'hiver. C'est clair, l'exemple, je ne peux pas aller chercher. Mais vous voyez comment il y a un corps qui, je ne dirais pas qui s'exprime, c'est le corps même qui est existence. Ce n'est pas que le corps signale ou donne piste d'inexistence. Non, c'est le corps qui existe. Nous existons en tant que rougeurs. Pareil avec la douleur de l'affliction. La douleur de l'affliction, vous savez, je pense, ça m'est arrivé probablement à vous tous aussi, quand on arrive, on est mal, on a mal quelque part. Mais c'est bien de dire on est mal. C'est un douleur, mais on est mal quelque part. Et on va à l'hôpital, aux urgences, et les médecins me disent, dites-moi
les degrés. Ça vous va arriver? De 1 à 10, vous avez mal combien? Alors, écoutez, moi j'étais à dire, enfin, comment est-ce qu'on fait? Quelle est notre source comparative? Comment est-ce qu'on fait pour quantifier ces douleurs? Vous comprenez que là, systématiquement, il y a une partie de notre société qui fonctionne vers ou avec un corps absolument mesurable, absolument quantifiable. Mais l'expérience d'affliction ou des douleurs, ou même des souffrances physiques, comment on fait pour la mesurer? Bien, s'agissant de la profondeur d'une affliction, il n'y a ni point d'appui, ni motif pour la mesurer ou pour l'évaluer quantitativement. Martin Heidegger, un énorme livre que j'ai dans mes mains, ici, Séminaire de Zurich. C'est un énorme livre, car c'est un livre dans lequel, pendant 10 ans, qui récopile des leçons de Heidegger qui a donné pendant 10 années à des infirmiers, médecins, psychanalystes, psychologues, psychiatres qui venaient les voir à Zurich. Vous voyez? Donc il va parler terre à terre avec des médecins et il va leur dire tout ce que je suis en train de vous dire. C'est magnifique, Séminaire de Zurich. Et c'est aussi, ça peut être aussi, ça fonctionne très bien comme une introduction à sa pensée aussi. Séminaire de Zurich de Gallimard. Martin Heidegger. Martin Heidegger. Ah, Heidegger. Oui. Martin Heidegger. Oui, j'ai dit Martin. Ce qui toujours se montre dans une affliction, c'est comment un être humain est requis et comment son rapport au monde et à soi, bien entendu, on est modifié. Je répète, ce qui toujours se montre dans une affliction, c'est comment un être humain est requis et comment son rapport au monde et à soi, on est modifié. Traiter l'affliction comme un donné objectif, c'est bien sûr passer à côté de ce qui est décisif. Ok, je ouvre 2 minutes de questions, ou 4. Des questions ou des commentaires. Et on continue. Moi, j'aimerais partager quelque chose, je ne sais pas si c'est vraiment un peu de débat, mais que très récemment, j'ai eu une discussion un peu vive avec mon mari au sujet de la mort. Et lui, qui est un scientifique, il m'a dit, du moment qu'un cellule disparaît, la conscience disparaît. Et moi, ça m'a travaillé, et d'un seul coup, j'ai 76 ans, hein, ça m'était jamais arrivé d'avoir cette espèce de voile qui s'est déchiré dans ma tête. Et j'ai dit, mais si la conscience, c'était différent de l'âme. Et depuis, ça me travaille. Donc, alors, c'est pas directement comme, mais c'est quand même ça, parce qu'on parlait de la disparition physique. Oui. Alors, est-ce que la notion de conscience, parce que vous avez dit, l'âme, c'est devenu ensuite la conscience. Oui. Est-ce que c'est la même notion? Alors, bien sûr, il y a des nuances, hein, même au niveau de l'histoire de la philosophie, il y a des nuances, ça sont étudiées. La psyché, pour les platoniques grecs, n'est pas la même chose que la notion de personne chez les premiers chrétiens, ou les cogito chez Descartes, et un tout petit peu plus tard, parce que Descartes ne parle pas de conscience, mais un tout petit peu plus tard, oui, la conscience commence, grâce à Descartes quand même, sans que lui il les nomme. Donc, ce qui m'intéresse, je ne vais pas rentrer dans ces débats, parce que c'est plutôt de l'ordre de la croyance, hein, mais ce que je tiens à dire, c'est que, pour moi, du point de vue philosophique, l'effet que cette dimension non corporelle de l'humain soit traitée comme substance, pour moi, c'est déjà décisif. C'est-à-dire qu'après, on peut trouver plein de nuances entre les sujets modernes et la psyché grecque. On trouve plein de nuances. Mais dans tous les cas, il y a cette idée de dualité substantielle. D'un côté, un corps, de l'autre, les somas, ou toutes les autres manières de le dire, et de l'autre côté, l'esprit, la conscience, les sujets, la personne, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça ce qui m'intéresse. Je ne rentre pas
dans les commentaires que vous venez de faire que vous pouvez parcourir, continuer votre parcours tranquillement par rapport à la différence de conscience et âme. Mais ce qui m'intéresse moi, en tant qu'existant, c'est-à-dire entre nous, c'est que la question de nous penser comme à partir de la dualité d'un corps plus ou moins méprisable, plus ou moins lamentable, plus ou moins obsolète, et de l'autre côté, une âme, mais qu'aujourd'hui c'est un ensemble d'informations, donc un stock de mémoire. Pour moi c'est la même chose, c'est-à-dire encore une substance qui viendrait de l'ordre de l'immatériel, vous voyez. D'un côté la matière, et de l'autre côté l'immatériel. Ce sont deux substances qui ont configuré les fils conducteurs de l'Occident, du point de vue anthropologique, que, à mon sens, nous dérobent ce qui pourrait être autrement. Et je vous dis tout de suite, et vous comprenez les exemples que je suis en train de vous donner. C'est-à-dire que, bien entendu, quelqu'un qui va se faire opérer du cœur, si au préalable, on suit un chemin ensemble avec celui qui va se faire opérer, dans lequel on peut anticiper et projeter ce qui y aura lieu. C'est-à-dire que quelqu'un va toucher les centres de ton existence, mon ami. Il ne va pas toucher, c'est pas qu'on va prendre ton cœur et on va le remplacer par un autre. C'est-à-dire un organe. Oui, on va remplacer ton cœur par un autre. Mais en faisant ça, là, il n'y a rien d'objectif, vous comprenez? Là, il n'y a rien de scientifiquement mesurable. Il n'y a rien. Tout mesurable ou physique n'est qu'une anecdote. Et je suis en train de forcer la tâche, les traits exprès, à côté de l'existence. Et du patient et du médecin. Pourquoi tout le monde me dit non mais le chirurgien doit agir comme un plombier parce qu'autrement ça serait impossible pour lui. Attends, je sais pas. Je ne sais pas quels sont les dégâts dans l'existence du mec qui traite les cœurs des autres comme si c'était un appareil objectif. Pardon, Delia, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais dire qu'il me semble, en t'écoutant, que finalement, sans cette dualité et sans cette obsession de la substance, il n'y a pas de capitalisme. C'est vrai au moins. Magnifique. Et la science. Mais écoutez, moi, alors, là, Delia, tu ouvres tout un champ qui est, c'est-à-dire une version politique ou même économique de l'histoire d'Occident. Et qui, à mon sens, à la base, est philosophique. Quand je pense ou quand je parle, ou quand je discute de ce type de sujet, chaque fois, capitalisme, économie, etc., chaque fois, je vois, les portes s'ouvrent vers des présupposés philosophiques. C'est-à-dire que quand un économiste me parle du capitalisme ou pas, j'ai tellement envie de comprendre quelle est votre vision de l'humain, quelle est votre vision du rapport à l'autre, quelle est votre vision de l'existence. Parce que tout de suite on va voir, et d'ailleurs c'est drôle parce que des fois entre eux discutent, et radicalement, mais ils partagent le même présupposé. C'est-à-dire que, notamment, par exemple, prenons l'exemple du transhumanisme, qui est bien entendu une sorte de monument au capitalisme, clairement. C'est-à-dire, concrètement, vous savez, les transhumanismes? Non. Ah non? Alors, c'est important quand même par rapport au corps, c'est très important par rapport au corps. Non, c'est pas les transsibériens! Non, c'est pas les transsibériens! Magnifique! Non, c'est pas les transsibériens! Alors, le transhumanisme est un mouvement qui est terriblement en vogue en ce moment. C'est un mouvement qui rassemble des penseurs, des scientifiques, beaucoup des disciplines technoscientifiques, surtout des biosciences, beaucoup, qui se résument comme ça. Je vais le résumer simplement. Ils conçoivent l'humain comme en transition. C'est pour ça trans, c'est en transition. C'est-à-dire qu'on on est mandaté, si vous voulez, par ces destins de pousser l'humain vers autre chose. En quoi consiste cette autre chose? C'est en gros un humain complètement sollicité par les technosciences et donc disponible par les technosciences et donc amélioré, augmenté. On pourra guérir tous nos petits malheurs, souffrances physiques et bien entendu jusqu'à l'immortalité. Donc il y a une gamme, il y a beaucoup de transhumanistes, des mouvements transhumanistes au sein du transhumanisme, mais si vous voulez,
pour que vous ayez une idée, dans les années 50, les pères, ou un des pères du transhumanisme, c'était M. Ettinger, qui c'est celui qui a découvert, il a mis en place la cryogénèse, c'est-à-dire la possibilité de congeler. C'est le cas de lui et de ses deux épouses qui sont surgelés quelque part dans l'ouest des États-Unis. Par rapport avec la Sibérie. Pardon? C'est vrai que les deux endroits où il y a des entreprises qui font beaucoup d'argent avec la cryogénèse, c'est aux États-Unis et en Russie. En Russie, c'est peut-être pas en Sibérie, je ne sais pas. Mais si vous voulez, en Russie, c'est un peu plus artisanal. Mais on a des images, ça existe. Il y a des gens qui payent et ils sont surgelés. Donc, si vous voulez, par rapport au corps, parce que c'est très vaste la question, mais par rapport au corps, vous comprenez derrière. C'est-à-dire, l'homme est absolument mesurable, c'est-à-dire explicable. Il n'y a aucun énigme, et d'ailleurs, plus les technologies avancent, plus ces connaissances seront disponibles, et du coup, si absolument mesurable, absolument maîtrisable, c'est-à-dire qu'on peut s'amuser, entre guillemets, à les faire évoluer, à les améliorer, et à la remonter, et à bien, j'ai cité tout à l'heure une des entreprises, Calico, qui est complètement transhumaniste, qui donc, du coup, cette entreprise-là, aviseur, non aviseur, imagine, pardon? Visionnaire. Vise les téléchargements de l'esprit, de la conscience, de l'âme, du stock de mémoire pour l'année 2030. En gros, c'est passé de l'homme au robot. Oui, alors, pour eux, c'est pas du tout, ce que vous venez de dire, c'est pas du tout une insulte, mais on appelle ça robot, on n'appelle pas ça robot, on appelle cyborg, c'est-à-dire une combinaison, un ensemble organiques et non organiques, ou robotiques. Et les cyborgs, c'est déjà une réalité, vous le savez bien. Ah, vous ne le savez pas? Non. Alors, il y a partout des gens qui se greffent des applications qui sont connectées à biohacking, tout ce qui est de l'ordre de biohacking, etc. On parlait de l'homme augmenté. L'homme augmenté, les soldats augmentés, voilà, vous comprenez. Et tout ça est très vaste, donc il y a des questions de nanotechnologie, mais bien sûr des sciences de l'information, de l'informatique, mais aussi sciences de la communication et de la cybernétique. Tout ça est ensemble. Et dans les mouvements transhumanistes, ça se développe incroyablement parce qu'il faut savoir qu'une entreprise comme Google, ça fait 12 ans qu'il verse 40 milliards de dollars par année en recherche transhumaniste. Donc tous les grands scientifiques sont tentés de rejoindre leur armée des technoscientifiques, pas tous. Alors, puisqu'on est en train de parler de ça, donc vous comprenez l'idée du corps qui est derrière, est complètement dual. Le corps est là pour qu'on les maîtrise. Mais attention, il y a des variantes de cette idée du corps dans nos manières qui sont plus près que du cyborg pour l'instant. J'essaye de penser, c'est avec vous. Enfin, ce que j'essaye, c'est de penser. L'éthique, pour moi, n'a rien à faire là. Parce que, et je vous explique pourquoi. Et là, c'est mon hypothèse concrète par rapport au corps. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens, par ailleurs assez géniaux, qui s'opposent au transhumanisme par les biais de l'éthique. C'est-à-dire qu'ils résistent, ils parlent éthiquement contre la possibilité de cette manière de traiter le corps. Certains sont des scientifiques, des grands scientifiques que moi par ailleurs j'admire. Mon hypothèse, c'est que l'éthique arrive toujours tard. Moi, ce que je pense, c'est qu'au lieu de les envoyer à Google sur le visage une recette éthique que eux, par ailleurs, n'ont absolument rien à craindre, pourquoi on ne fait pas l'effort de penser? De penser, c'est-à-dire les enjeux existentiels. Autrement dit, si moi je suis un moderne du point de vue philosophique, comme c'est le cas de beaucoup de gens qui s'opposent éthiquement, et j'ai dans mes présupposés, un de mes présupposés, c'est que l'homme est âme et corps. Comment je vais contredire ou résister la manière comme les transhumanistes traitent les corps? Si on fait les présupposés des points de vue philosophiques, sont exactement les mêmes. C'est-à-dire, et là il y a un truc qui est peut-être une opportunité pour moi,
concrètement une opportunité. C'est-à-dire, la question du cyborg, par exemple, entre beaucoup d'autres, nous pose dans un terrain d'entente, un terrain de jeu tellement évident qu'on est obligé, chacun de nous, obligé à confronter les présupposés de la modernité, les paradigmes modernes, d'une fois pour toutes. C'est-à-dire, on ne peut pas en même temps dire non au transhumanisme tout en restant lié à les présupposés qui sont à la base du transhumanisme. Parce que pour moi, les amis, le transhumanisme est, lui aussi, un humanisme. Oui. Donc peut-être le problème n'est pas le transhumanisme, mais l'humanisme. C'est qu'on a appelé l'humanisme. Je sais que je suis radical là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me détestent parce que je dis ça, c'est pas grave, je l'ai dit. Je l'ai dit, je le développe. Il y a un article qui est sorti, si vous lisez l'espagnol, non. Mais bon, aujourd'hui, pile aujourd'hui, derrière, tu sais, un article qui est sorti dans un journal argentin, sur la question que j'ai écrite. Donc, mais si vous voulez, vous comprenez, c'est mon hypothèse. Donc pour moi, et c'est ça une opportunité, révisitons, réinterprétons les présupposés de la tradition. En les faisant, on sera des chanoines du transhumanisme. On sera des chanoines. Oui, si on dit, oui, je suis mortel, le transhumanisme n'a rien à faire avec moi. C'est-à-dire, quand quelqu'un va venir me proposer, hé mon ami, signe, tu me donnes 100 000 $, je parle des chiffres exacts, hein, tu me donnes 100 000 $ et tu deviens immortel. Non, non, pourquoi faire? Je n'ai pas envie d'être immortel. Pourquoi? Parce que éthiquement ça va pas? Non, parce que j'ai compris, j'ai ressenti que en fait la mortalité c'est ma propre condition. Pourquoi la fuir? Point. Les problèmes c'est pas les machines, les problèmes c'est les conditions d'existence de ces mouvements. Il faut réfléchir, les amis, désolé, il faut réfléchir. Qu'est-ce qui se joue quand quelqu'un vous propose un homme en montée? Qu'est-ce qui se joue quand quelqu'un fuit la vieillesse à coup de bistouri, de chirurgie esthétique? Qu'est-ce qui se joue? Un super business. Ah, mais bien sûr, par ailleurs. Mais comment est-ce qu'on attaque ces business? Pas en les jetant, pour moi, hein, pas en jetant des pierres à Google. Réfléchissons. Qu'est-ce qui suppose ce business? Je m'en fous si quelqu'un gagne de l'argent. Le problème, c'est que ce que tu veux me vendre n'est pas du tout humain, selon moi. Selon moi, n'est pas du tout humain. N'a rien d'existant. Ce que tu me vends, c'est une vie en dehors du corps, sans les goûts de vivre, sans la saveur de vivre. Vous savez, un exemple très concret qui est terriblement lié au corps, parce que tout est lié au corps. Tout est lié au corps. Assumons-le. On est corporel. Assumons-le. On est ces corps. Oh, vous pensez que maman, je sais que je suis un exalté quand je parle. Mais est-ce que je dois me couper les mains? Et écoutez, j'existe comme ça, quoi. Je fais ce que je peux. Donc, il y a à Silicon Valley aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui mangent, c'est une manière de dire, pas manger, qui ingèrent, des poudres. Ils ne mangent plus, ils ingèrent des poudres, ça s'appelle des aliments totaux. Ils sont en dépression. Non, mais écoutez, ces gens-là, c'est tout à fait pas du tout économique, préparer à manger à des gens. C'est pas du tout économique de se préparer à manger, c'est une perte de temps. Mais donc du coup, ils nous disent, regardez, santé totale, chaque fois, parce qu'on est connecté, donc il y a des applications qui disent quelles sont exactement les substances qu'il faut mettre dans la poudre chaque matin, et on avale les poudres, il n'y a aucun goût. Et on passe à côté de la convivialité, c'est pas la peine que je vous dise. Donc, si ça est porteur, c'est quand même l'inquiétude. N'est pas le fait que quelqu'un veuille me vendre ça. Pour moi, l'inquiétude, c'est que ça soit porteur. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore compris de quoi s'agit notre manière de nous développer au monde, notre manière d'être au monde, d'être auprès des autres. Et tout ça sous l'horizon de la profinitude. Parce que si l'horizon, et c'est pour ça que je faisais tout à l'heure, je disais au début qu'il faut lier la mort avec tout ça, hein, parce que si on ne comprend pas qu'on est là tout en étant mortel, c'est-à-dire qu'on est incroyablement vulnérable et à tout moment on peut arrêter d'exister, on ouvre les portes à toutes les autres problématiques, qui pour moi sont des véritables dysfonctionnements. Je sais qu'il y a des gens qui me détestent quand je dis ça, mais je le dis.
dysfonctionnement existentiel. Quand quelqu'un veut à tout prix devenir immortel, alors, les amis, là, il y a un problème. C'est le refus de la mort, c'est-à-dire le refus de la vie. Bon. Juste un oui. On a parlé de tout ce qui se passe aujourd'hui en termes de volonté de magnifier le corps, soit par la chirurgie esthétique, soit par les dessins qu'on peut faire, les cultes du corps. Le culte du corps, voilà, d'un côté. De l'autre côté, on n'a pas parlé de l'évolution dans le théâtre, par exemple, du rapport au symbolique, où on est en train de revenir un peu comme à l'époque romaine, où il fallait tuer la personne sur la scène pour que ce soit vrai, et maintenant on devient de plus en plus réaliste, c'est un théâtre. Et puis le troisième point, c'était, en revenant sur le doigt, finalement on se prolonge. Oui, on se prolonge. On se prolonge, mais c'est aussi vrai quand on utilise une voiture, on dépend. Donc on fait une fiction, pour moi, à partir de l'homme augmenté, parce que ce soit dans la peau ou que ce soit la voiture, c'est la même chose, ça nous transforme. Et depuis le départ de l'humanité, le cerveau a toujours cherché à se développer, soit en augmentant certaines compétences, soit en diminuant d'autres. Aujourd'hui, on n'est plus capable de marcher aussi bien qu'il y a 100 ans. Donc cette évolution du corps dans pour moi, le transhumanisme, c'est un épiphénomène, disons, marginal par rapport au fait que c'est une religion fermée. Oui, c'est une religion. Voilà, c'est fermé, dans le sens de personne. Et par contre, on a une transformation de notre humanité, et qui ne date pas du numérique, qui date depuis, voilà. Et cette évolution-là, elle est aussi dans la magnificence du corps. Alors, voilà. Je pense que vous avez donné des points très intéressants. Je vais essayer de correspondre à ce qui vient d'être dit, sans oublier tout ce que j'ai pensé quand vous me parlez. Alors, je m'organise. Alors, dans des cas que bien sûr, cette transformation a lieu, pour moi, le cerveau est aussi corps, bien entendu, corps et donc corps vivant. Je pense qu'on a tort de traiter les cerveaux comme une machine, comme un objet donné, comme un appareil. Tort. C'est-à-dire que ces cerveaux, on est aussi cerveau. Et cette information, la preuve, si on étudie cette information dont vous faites allusion, n'ont jamais été isolés de l'autre. C'est-à-dire chaque fois, on était inscrite dans une historicité. Et c'est la preuve cabale, enfin, pour moi évidente, qu'on ne peut pas traiter le cerveau comme un appareil pur, isolé, objet. Cette chose, cerveau, c'est l'homme en train d'exister en tant que cerveau. Jamais le cerveau a existé désincarné. Désincarné de l'humain. Vous comprenez? Deuxièmement, les cultes du corps. Les cultes du corps, c'est les visages opposés de la même dichotomie ou dualité. Ces cultes du corps, qu'est-ce qui est à la base? Eh bien, la même idée. La même idée est laquelle? Eh bien, parce que volontaire, je maîtrise ce corps. Je le rends plus fort, plus beau, meilleur, plus fonctionnel. Cette idée est le problème, qui peut se trouver du côté d'un corps physique maîtrisable, ou peut se trouver du côté de la substance spirituelle que je suis. Vous comprenez? Donc, plus ou moins en équilibre, plus ou moins ouvertement, sans rétrécir mes capacités, mes possibilités d'être au monde. Vous voyez? Mais, autrement dit, comment je fais pour exister corporellement? Comment je fais pour exister corporellement? Mais quand on se pose la question dans ces termes-là, pour moi, ça tout a changé déjà. Si au lieu de dire, comment je fais qu'est-ce que je peux faire avec ce truc qui est mon corps, qui me dérange, vous connaissez cette dynamique. On est tous tentés pour cette manière de penser, par cette manière de penser. Si on fait, au lieu de dire ça, on dit, eh bien, déployons-nous corporellement.
C'est un déploiement. Quoi? C'est un déploiement. C'est un déploiement corporel d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui a touché quelque chose. Pas corporel, tu dis. Tectonique du bloc. Oui, pardon, donc, vous voyez, madame, ce que je veux dire. Donc, comment exciter corporellement? Comment exciter le mieux possible? Enfin, comment je fais pour exciter corporellement? Vous comprenez? Et en comprenant que, dans la question même, je suis déjà corps. Hein. Il n'y a pas une instance dans laquelle je ne suis pas corporel. Il n'y a pas une instance préalable au corps. Il n'y a pas. C'est une condition. Enfin, le corps est la condition de... Bien sûr. Comme la mort. On ne peut pas être vivant sans être mortel. On ne peut pas exciter sans être corporel, quoi. Désolé. Et si jamais, quelqu'un arrive à télécharger ma conscience, eh bien, en tout cas, ça ne sera pas la mienne, mais si quelqu'un arrive à télécharger la conscience de quelqu'un, alors je ne dis pas que ça sera impossible, peut-être c'est possible, mais on ne peut pas appeler ça être humain. On appellera ça autrement, mais pas être humain. Donc, vous comprenez? Donc, jusqu'aujourd'hui, depuis toujours, l'existence qui est la nôtre est liée à la corporité. Mais cette ambition, ce désir d'enlever cette dimension me semble porter préjudice. Ce n'est pas du tout positif. Au contraire, c'est une négation d'une partie de ces données. Mais clairement, une négation d'une partie de ces données. Du coup, j'ai un mot. Oui. C'est pactisé. Pactisé. Avec ça. Non. Alors, déployer. Au lieu de duel, au lieu d'être... voilà. Oui, mais pactiser, ça sous-entend la dualité. Après la dualité. Non, ça sous-entend le contrat. Bah oui, mais ça veut dire qu'il y a deux... Non, c'est pas pareil. Coopérer. Ah oui, Alors, ce que vous venez de dire a été d'une manière, d'autre manière, mais c'est vrai qu'il y a eu des positions comme celle-ci, que je pense qu'elles ne sont pas assez radicales. Je vous dis sincèrement. C'est-à-dire qu'il faut dépasser la question de la consubstantialité. Même si ces consubstantialités est une véritable union, une fusion ou un pacte. Il n'y a pas de substance. Il y a une existence à chaque fois entière, qui se déploie en tant que chez nous, qui fait terriblement mal, en tant que cerveau, ou en tant que projet, ou humeur, ou geste, ou etc., etc., etc. On existe à chaque fois de manière entière. Et la personne qui va se faire greffer du cœur, c'est toute elle qui se fait greffer du cœur. Vous comprenez? Alors, oui. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est la souffrance qui permet de percevoir le mieux cette question? Alors, c'est un très beau commentaire. Quand la souffrance est assumée, c'est ça. Pas en tant que résignation, mais en tant qu'affirmation. Absolument. Alors, ça, il y a une clé, une piste concrète. Ouais. Je suis celui qui est en train de souffrir. L'autre. C'est pas l'autre qui souffre. Mais on souffre aussi de la dualité, justement. Ah, mais je pense que la dualité est porteuse des souffrances et des dysfonctionnements, concrètement. Mais concrètement. Non. Oui, monsieur. Si je fais écho à ce qui a été dit sur pactiser, il me semble que ça renvoie à une question éthique. C'est-à-dire comment je peux m'entendre avec moi-même. Si j'ai bien compris ce que vous avez énoncé. Et donc, c'est un point de vue, comment je peux être moi-même comme je suis moi-même, sans me diviser, sans me fragmenter, etc. Il me semble que c'est une dimension qui reconstruit finalement l'être que je suis à travers un autre regard. Comment je transforme mon regard sur le monde, sur moi-même. Donc c'était ça qui était... Alors ça c'est... mais peut-être que je me trompe. Non mais c'est très joliment dit. La question d'éthique. Et on les prend. Pour moi, ce que vous venez de déployer n'est pas une question éthique. C'est d'abord une question de sensibilité et de réflexion. Des réflexions pas intellectuelles, mais des sensibilités. Pour moi, mais je sais qu'on peut ne pas être d'accord. Non, c'est pas qu'on n'est pas d'accord. C'est vous qui n'êtes pas d'accord. Non, on peut ne pas être d'accord. Mais parce que je reviens... Nous sommes toujours pas d'accord, le problème n'est pas là. Oui. Le problème, c'est quand je découvre la question de l'éthique à travers ce qui est dit, c'est la question du souci de soi, au sens grec du terme.
Donc c'est comment, à un moment donné, la conscience de moi-même fait que je me suis oublié en tant que corps, en tant qu'être, la question du cancer y est aussi, et comment je transforme le regard sur moi-même, et je m'occupe de moi-même, je suis dans l'écriture de moi-même, dans l'écriture de soi. Vous avez parlé cinéma, littérature, etc. Des deux personnes sur le cancer du sein. Et donc celui de soi, c'est un combat, se confronter soi-même. Magnifique. Donc c'est une éthique. Alors ça revient au concept de celui de soi chez les Grecs. Donc c'est pas un... Non, mais pour moi, c'est juste un bémol. Je vous suis et je trouve bon ce que vous dites. C'est pas bon. Mais un bémol, oui, moi je trouve bon. Un bémol, ça serait, en élevant de votre développement, les termes de conscience. C'est ça, c'est que je parle de la vérité. C'est que je vous propose cet avis, vous le comprenez ou pas, vous faites ce que vous voulez, mais on peut... Il ne s'agit pas d'avoir conscience de soi, il s'agit d'exister. C'est-à-dire que c'est vraiment, du point de vue philosophique, une grosse différence. Et c'est pour ça que je veux éviter des considérations éthiques. Parce que là, dans ce que je suis en train de dire, il n'y a aucune place pour la substance conscience. Vous comprenez? Oui. On peut exister au-delà d'une subjectivité, d'une notion de personne, d'une notion de conscience, ou n'importe quelle autre substance qui serait au fond de nous-mêmes. Moi, je ne propose pas un homme fondé. Je ne crois pas que chacun de nous a quelque chose au fond de vous-même. Désolé. Je développe, et pour moi, ça c'est dramatique. C'est-à-dire incroyablement important. Soit l'autre a un fond, soit l'autre est un abîme, c'est-à-dire un Abgrund sans fond. En allemand, sans fond. Et pour moi, vous-même, vous, monsieur, et n'importe qui de nous-mêmes, pour moi, vous n'avez pas de fond. Et c'est ça ce qui est terriblement beau. Et c'est ça ce qui est de l'ordre de l'espoir. Car votre nature ne réside pas dans quelque chose qui a déjà un lieu préalable, qui serait au fond de vous-même. Votre nature, si jamais on parle de ce terme, est ce qui n'a pas encore un lieu. C'est-à-dire comment vous allez vous déployer aussi corporellement. C'est ça ce qui nous intéresse. Vous en train d'exister, pas vous en train d'être quelqu'un que vous êtes déjà parce que vous avez une conscience au fond. Vous comprenez? Oui. J'ai dématérialisé votre... Non, c'est parce qu'en fait, moi, je n'étais pas dans l'inconscience. J'ai peut-être prononcé mon conscience, mais ce n'était pas ce que je voulais dire. C'est comment, dans le sud de soi, c'est une objectivation de soi-même. C'est une transformation du regard, comment je me regarde moi-même, comme je ne me regardais pas. Dans ce sens-là, vous avez introduit la conscience, oui, mais ça dont je voulais parler. Oui, mais j'ai pris... Je ne suis pas dans le débat sur substance et conscience. Parfait. Mais pour moi, ça m'a été utile pour dire ça. Je vous ai utilisé un peu, à la manière de transhumaniste. Elisabeth, c'est l'heure. Il est moins 5. Bon, je suis désolé, il y a plein de choses que je n'ai pas dites, qui sont là, mais je tiens à remercier Elisabeth beaucoup, remercier la Chimère, remercier la librairie aussi, Artaud, et vous remercier à vous. Vous avez été tous ces 4 séances terriblement là, présents, et vous avez fait que ces petits 4 événements puissent avoir lieu. Merci beaucoup.